Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tough Sport. Avec moi, 3 consultants aujourd'hui. Philippe Van de Waal. Bonjour Philippe. Bonjour. De l'autre côté de la table, on a Julien de Noël, suiveur du RWDM pour Sud Info. Bonjour Julien. Bonjour François. Et le troisième, un petit nouveau, Loïc Vos, qui est le suiveur du Standard et des Diables pour Wallfoot. Bonjour Loïc. Bonjour François, bonjour tout le monde. Et on va commencer avec toi Loïc. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qui serait ton homme du week-end de cette dernière journée de Pro League? Ouais, alors il n'y aura pas encore de Standard pour le moment, puisque je vais plutôt partir du côté de la Venise du Nord du club de Bruges. Je trouve que depuis quelques semaines, ce que fait Jolis, c'est vraiment fort. Son match encore ici contre Satron, bon, on voit les stats, mais c'est même, je trouve, en dehors, le poids qu'il a dans le jeu offensif de Bruges. C'est vraiment une recrue qui fait ses preuves et qui a vraiment l'apport espéré. Pour moi, c'est mon homme de week-end. Et pour toi, Julien, qui est ton homme du week-end? Moi, c'est dans le match d'Anderlecht, mais c'est pas un joueur, c'est l'arbitre, le Tardant, qui s'est illustré avec 2 cartes rouges un peu polémiques et qui ont une influence certaine sur le match. La première, c'est à 2-0, je pense. Et juste dans la foulée, c'est 3-0. Et puis la deuxième, c'est 3-0 au moment où la rouge vient et ça se finit 6-0. On a senti qu'après la deuxième, Gand n'était absolument plus dedans. Ouais. Et voilà, c'est des rouges un peu spéciales et donc on n'a pas trop compris. En oubliant peut-être une troisième rouge, non? Pour Kosemans, qui pour moi c'était... Si vraiment on applique le règlement purement à la lettre... Voilà. Ouais. Et étonnamment, la deuxième rouge de Gand, c'est le VAR qui l'appelle. Et qu'on revoit les images, il repasse les images à la TV 10-15 fois. Et on ne le rappelle pas pour Kosemans. Et pour Kosemans, il n'y a rien. Quoi. Donc, Phil, on finit avec toi. C'est qui ton homme du week-end? Ouais, j'aurais pu prendre Dolberg aussi, ou Solis, mais je reste dans mon... dans ton domaine. Dans mon... Ouais. Dans ce que j'ai toujours fait. Donc je prends Arnaud Bodard, pour la bonne raison que ce n'était pas un retour évident pour lui. On connaît les qualités de Mathieu Mpolo et on voit aussi ce qui se passe, qu'il est dans un apprentissage cette année. Mais que, à mon humble avis, que ces petites boulettes, ce manque d'expérience, ces petites fautes de beauté, je vais dire, se répètent chaque semaine. Et c'est peut-être là que le staff l'ont octroyé un peu de repos. Et là, le retour d'Arnaud Bodard. Mais pas évident, parce que le gars, il s'est quand même, excusez-moi l'expression, mais bouffé des coucognettes pendant 6 mois, tout en restant positif dans le groupe, en voulant travailler, en gardant la forme et en attendant une nouvelle opportunité de montrer ce qu'il a déjà montré pendant des années au Standard. Et il l'a fait. Et ça, je trouve que non seulement physiquement, mais mentalement, il est très fort. Non seulement il garde le 0, il prend les 3 points, mais il est décisif en première mi-temps. Et moi, je cote toujours les gardiens que quand ils n'ont pas beaucoup de travail, qu'ils doivent être super forts mentalement pour être présents au bon endroit au bon moment. Et ça a été le cas ce week-end avec Arnaud, donc je suis très heureux pour lui. Et on va continuer à parler de ce sujet qui était vraiment la grosse information de la semaine au Standard, le choix d'Ivan Leko de refaire confiance à Arnaud Bodard. Loïc, est-ce que toi tu comprends cette décision de Leko de remettre Bodard titulaire? D'un point de vue du timing, je pense que c'est intelligent pour plusieurs raisons. Premièrement, la situation d'Epolo, comme Philippe vient de dire, était un peu plus difficile au fur et à mesure des semaines. Il gardait un énorme soutien de tout le monde, on le sentait de ses coéquipiers, des supporters aussi. Ouais. Maintenant, il y avait une bourde par match et aujourd'hui, le Standard ne peut pas se permettre d'avoir un gardien qui fait une bourde par match parce que c'est une équipe qui marque très peu et qu'il faut absolument de la solidité. Et puis derrière, Arnaud a amené une sérénité, je trouve, dans le rectangle. Il y a le Standard qui fait 20 bonnes premières minutes et puis il a 2 ou 3 ballons chauds et sur les 3. Et si là, c'est 0-1, le match est totalement différent. Donc je comprends quand Philippe aussi parle de Bodard pour homme du week-end. C'est un gardien, on connaît toutes ses qualités, évidemment. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un mercato dans 6 semaines, avec le but toujours avoué, à mon avis, d'avoir une vente et de revoir à long terme Mathieu dans les buts. Donc, pour plusieurs raisons, on le sentait un peu venir cette semaine. Il y avait déjà eu quelques bruits de couloir. Ivan Leko, en conférence de presse vendredi, avait vraiment ouvert la porte où il avait dit oui, il y a moyen qu'il rejoue une fois cette saison, on verra bien. Confiance en Mathieu, mais on n'oublie pas Arnaud, je sais que je peux m'en servir. Donc, on l'a senti un peu venir, ce retour. Julien, ça fait 4 mois que la compétition a repris. Est-ce que cette décision ne vient pas trop tard pour le Standard? Ils étaient dans une optique où ils avaient décidé de faire confiance à Mathieu Epolo. Donc, on comprend que
Quand on a un gardien, on ne va pas le sortir après 2 matchs. Il fallait aussi l'installer un peu dans la durée. Et voilà, je pense que tout le monde le dit, c'était le bon moment aussi pour ne pas le griller, avec plusieurs semaines compliquées. Et mentalement, c'est un jeune. Donc il fallait aussi un peu peut-être le reposer, lui dire écoute, on met Arnaud. C'est pas qu'on n'est pas content de toi, mais on estime que c'est peut-être bien que tu te reposes 1, 2, 3 semaines. Et voilà, et pour Arnaud aussi, peut-être redonner de confiance à une défense qui, derrière, pourra redonner confiance à Epolo. Ouais. Phil, on est ici dans une situation vraiment particulière avec un jeune gardien qui a été lancé et voilà, Arnaud Bodard qui a été mis un peu de côté. Mais est-ce que toi, tu as déjà vécu cette situation dans ta carrière où un gardien remplaçant prend ta place et si oui, comment est-ce qu'on gère cette situation? Écoute, moi, je vais dire, mes 10 premières années à Bruges en tant que gardien, j'ai dû partager ou diviser mon temps de jeu, parce que j'ai commencé très jeune, à 18 ans déjà à Bruges, avec, je vais dire, une légende du club encore maintenant, malheureusement, paix en son âme, Birger Jensen, le Danois. Et on se partageait les matchs, c'est-à-dire que je jouais sur une saison, je commençais et je jouais, je sais pas moi, 15, 20 matchs. Et puis, tu as toujours un petit creux en tant que gardien, moins de chance, moins de forme, carte rouge, je sais pas quoi, toujours un scénario. Lui rentrait à ma place, et tant qu'il jouait bien, il restait dedans, jusqu'au moment où il faisait une boulette, et on changeait comme ça. Donc, sur 10 ans, c'est un peu partagé comme ça. Et c'était un peu, à l'époque, plus une mode. Tu voyais, par exemple, à Anderlecht, pour les plus expérimentés, je veux dire, pas les plus vieux d'entre nous, tu avais... Munaron de Wild, tu avais au Standard Prudhomme Bodard, tu avais à Bruges Jensen van der Walle, tu avais toujours 2 très bons gardiens. Et voilà, maintenant, on prend un numéro 1, un numéro 2 et vraiment un espoir numéro 3. C'est plus la mode d'avoir 2 bons gardiens par noyau. Loïc, comment gérer maintenant le cas d'Epolo qui va peut-être se retrouver à jouer des matchs en National 1 alors que là il était vraiment sous les feux de la rampe en Pro League. Comment est-ce que le Standard doit gérer son cas? Il est encore très jeune, on l'a dit. Il est encore très jeune, on l'a dit, et l'école a directement dit aussi qu'il avait essayé de beaucoup parler avec Mathieu. C'est quelqu'un, je pense, qui marche très fort à l'affect. Aussi vraiment le fait de discuter un peu avec lui, de vraiment lui expliquer les choses pleinement. Donc pour le moment, je pense qu'au vu du match que Bodard a sorti, au vu de la situation, au vu du besoin de points du Standard, et au vu aussi du fait que dans la défense, il y avait David Bates qui donnait une dose d'expérience qui n'est plus là ici pour le moment, et que le retour de Bodard fait du bien. Donc je pense que pour le moment, le mieux à faire, l'idée serait de garder Bodard jusqu'à voir un peu déjà au mercato. Est-ce qu'une offre arrive? Est-ce qu'il part? Est-ce que le Standard peut l'accepter? Quelle est la situation à ce niveau-là? Derrière, si Bodard reste, ça va être la nouvelle grosse question comme on l'a eu à l'été, avec des gens qui vont peut-être mettre un retour de Mathieu Epolo en avant, d'autres qui vont dire non, Bodard est plus fort, Bodard doit jouer, Bodard est au-dessus. Ça va être, à mon avis, je pense qu'avant le mercato, ça va être un peu difficile. Je pense que Bodard jouera jusque-là, et puis derrière, à voir ce qui se passe. Je pense que le Standard pourrait prendre aussi comme exemple une bonne gestion de cette situation. Le cas de Bruges. On a vu la saison passée un gamin rentré qui avait déjà une petite expérience en D1, Nordin Jakers, qui a comblé le public. Il était très populaire. On parlait moins de Simon Mignolet. On avait même tendance à dire « Oh, ben il faut laisser celui-là, le gamin, parce que de semaine en semaine, et Bruges joue champion. » Et puis on a remis logiquement Mignolet. Mais qu'est-ce que Bruges a fait dans la foulée? Ils ont tout de suite remis un nouveau contrat à Jakers, comme ils pourraient éventuellement faire si les possibilités financières sont présentes au Standard, ça tu sais mieux que moi, de donner confiance en lui faisant signer un contrat à longue durée, en disant, ben voilà, écoute, Bodard est là, il est titulaire, il est capitaine, s'il s'en va, on ne va pas en chercher un autre, tu es là. Tu as déjà fait ton examen de passage. Ça, je trouve que c'est un exemple à suivre. Julien, on parle d'ici d'Arnaud Bodard qui a été recherché vraiment, qui avait été mis au placard, vraiment mis de côté. On a la situation, elle est complètement différente, mais dans les faits, c'est un peu la même chose avec Loïc Lapoussin qui a aussi été complètement mis de côté, qui a été repris. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces retours? Est-ce que c'est aussi parfois la direction, les staffs qui se disent « Ok, on avoue, on s'est trompé, on refait appel à des joueurs qui sont importants pour nous ». Je pense que c'est ça aussi, ils ont mis une situation en place en se disant ça va se passer comme on le voudrait, et c'est pas le cas. Donc en rappelant un joueur, oui, d'un côté tu dis oui, effectivement on s'est trompé, on persiste pas dans notre erreur, on est dans une situation où on a besoin du joueur,
Alors après, il faut que ce soit correctement expliqué à toutes les parties, aux autres joueurs, etc. Ouais, crédible aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Dans le cas des polos, il faut lui dire, écoute, voilà, on choisit de mettre Bodard pour le moment pour telle et telle raison. C'est pas parce qu'on ne croit plus en toi. Pour la Poussin, ça peut être aussi, écoute, on a des blessés, on a des suspendus. Il y a ce joueur-là qui est là, on sait ses qualités, on sait ce qu'il peut apporter. Donc on va lui faire confiance maintenant. Et voilà, ça ne veut pas dire que les joueurs actuels, on ne compte plus sur eux, mais parfois la phase justifie les moyens. Et donc voilà. Ouais. Du Standard, on passe au club de Bruges qui en a planté 7 face à Saint-Tron, on l'a parlé, avec un quadruplé de Tzolis qui était ton homme du week-end. Est-ce que, d'après toi, c'est le meilleur attaquant de Pro League ? Le meilleur attaquant de Pro League, c'est une bonne question. Il en fait partie, assurément. Ouais. Et, il en fait partie. Je trouve qu'il a tout dans ses qualités. Il est capable de prendre la profondeur. C'est un joueur qui est intelligent dans ses touches de balle. C'est pas un attaquant qui est trop personnel, qui pense aussi aux autres joueurs autour de lui. C'est un attaquant qui a tout, je pense, et c'est vraiment une super pioche de Bruges. Et c'est un joueur qui, pour moi, a déjà le bagage, il a déjà pour passer déjà un cran. Alors, toute la question est toujours pour ces clubs belges, Bruges ou la Ligue des Champions, de garder ce type de joueurs qui font tellement du bien. Dans les matchs de Ligue des Champions aussi, il avait fait du bien. Mais oui, c'est un attaquant du très très haut du panier dans le championnat. Ouais, et justement, en Ligue des Champions, ce sera le Celtic Glasgow mercredi pour Bruges, qui reste sur une seule défaite sur les 10 dernières rencontres. C'était face à l'AC Milan. Phil, tu crois à une victoire du club de Bruges à Glasgow ? Oui, quand tu me demandes à moi, oui. Non seulement en tant que fan, ancien joueur, mais oui, parce qu'ils l'ont déjà prouvé par le passé, dans différents grands matchs où on pensait qu'ils n'allaient pas prendre de points. Et certainement, après cette injection de positivisme qu'ils ont eu encore ce week-end, ils vont aller là-bas, je ne vais pas dire la fleur au fusil, mais ils l'ont déjà prouvé. Tu sais, tout le monde disait à Sturm Graz, attention, ce n'est pas le plus grand nom, mais c'est une équipe qui est quand même pas mal en Autriche. Ils ont quand même joué facile. Chez eux contre Villa, pareil. Ok, c'était pas en déplacement, mais ils ont quand même... Personne n'aurait mis un centime sur Bruges contre Villa. Ils gagnent. Donc moi, je les vois faire un résultat là-bas. Ils ont 6 points. C'est bien, mais ce sont 2 compétitions différentes. Je pense que s'axer sur la Jupiler League, à la poursuite de Genk, qui est méritoirement, on va dire, malgré ce week-end, ils sont le train est bien sur les rails dans ces 2 compétitions différentes. Ce qui m'a marqué avec Bruges en Ligue des Champions, et ce qui pour moi aussi explique leur bonne campagne pour le moment, c'est qu'ils sont décomplexés. Ils jouent tous super décomplexés. Contre Dortmund, ils sont battus 3-0, mais ils font une très belle entame de match. Ils gagnent à Sturm Graz, comme Philippe le disait, c'est une victoire méritée. Moi, j'étais à Milan, à San Siro, et avant les 5 minutes d'enfer où il y a le but de Pulisic et l'exclusion de Niedika. Mais avant ça, pendant une demi-heure, ils sont super. Et ce qui leur manque, c'est l'efficacité. S'ils mènent 0-1, voire 0-2 à Milan après une demi-heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Et derrière, ici, contre Aston Villa, ils font un très bon match aussi. C'est vraiment une équipe qui joue décomplexée. Je ne pense pas qu'ils vont aller là-bas en ayant peur du stade du Celtic et du bilan du Celtic. Je pense qu'ils vont aller là-bas, ils vont jouer. Ils vont jouer et puis derrière, on verra. Peut-être on va prendre 2 buts. Ils ont ce noyau très élargi aussi qui peuvent se permettre de faire reposer certains joueurs. On va finir en parlant brièvement des Diables Rouges et de Domenico Tedesco qui se voit, lui, encore à la tête des Diables pour le prochain rassemblement. Je n'ai pas peur d'être licencié. Tedesco a dit cette phrase. Julien, est-ce que si tu étais le décideur, il devrait avoir peur ? Si j'étais le décideur, oui. Mais je ne suis pas le décideur, donc je n'ai pas les cartes en main pour choisir. Mais voilà, on a vu sur cette Nation League qui s'est terminée en août boudin avec la défaite à Israël. À Israël, en Hongrie contre Israël, qui tenait plus son groupe. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Les nombreux blessés, comme Lukaku, Lavia, qui étaient sur le banc ou sur le terrain le week-end suivant, ça montre que c'est des joueurs qui n'ont plus confiance dans le coach et qui ils n'ont plus envie d'être là, ils ont envie de se barrer. Et voilà. Après, on va jouer ici contre l'Ukraine les barrages, avant les qualifications pour la Coupe du Monde un peu plus tard. Moi, je pense que c'est le moment de changer. En fait, là, on va avoir 3 mois pour préparer ça. C'est le moment d'amener un nouveau coach qui aura le temps de voir des matchs de championnat, de rencontrer les joueurs, et pas de se dire on va quand même finir la Nation League avec les barrages, avec Tedesco, et puis changer. Alors, on sera en fin de saison, il y aura plus beaucoup de... si on doit changer, c'est maintenant. Loïc, tu es d'accord avec ça ? Complètement d'accord. Je pense qu'on a atteint un point de non-retour à plusieurs points de vue, déjà dans les performances sur le terrain, dans sa communication
à la fois interne, enfin visiblement interne, en tout cas externe. Dans ses justifications de choix, il y a vraiment des énormes incohérences. Il reprend des joueurs, alors moi j'ai rien contre le gamin, et énormément de gens en ont parlé, mais le fait de reprendre Bassett et puis de justifier ça en mode on va le reprendre parce qu'on va pas trop déranger les espoirs en le reprenant lui. Donc on reprend le joueur parce qu'il est moins fort que les deux autres. Donc qu'est-ce qu'il doit se dire? Qu'est-ce que les deux doivent se dire? Enfin, ça, à tellement de points de vue, il y a trop de problèmes. Comme Julien le dit, le nombre de joueurs qui se sont annoncés blessés et puis qui étaient sur la pelouse, qui ont marqué. Romelu marque ce week-end, des joueurs qui ont fait des bons matchs. Alors il y avait 2-3 qui n'ont réellement pas joué, mais c'est un nombre de blessures diplomatiques qui est expliqué par la compétition, mais je pense aussi par l'ambiance qui règne dans ce groupe et un petit peu autour de ça pour le moment. Et je pense que oui, avant de jouer des barrages qui seront clés, mais avant surtout de commencer une campagne de qualification vers 2026, où quand on parle de problèmes financiers de l'Union belge, rater un grand tournoi, ce serait un enfer. Donc il faut absolument réussir à assurer cette transition et je pense que ça pourrait passer par un nouveau sélectionneur. On finit avec toi, Phil. Il faut dire stop à Tedesco. Je suis complètement d'accord avec les collègues. C'est que il y a tellement d'excuses et de frustration, aussi bien dans la presse que dans les supporters, que dans les consultants, les analystes. On a tous un peu le même langage. Et quand tu vois les problèmes de sélection, je suis complètement d'accord. Quand tu vois qu'un Hans van Aken n'est même pas sélectionné, ben, tu te dis non, mais attends, est-ce que c'est moi qui commence à battre de l'aile ou quoi? Je ne sais pas. On est dans aucune logique dans ce truc-là. Et puis, comme tu dis, là je te rejoins, c'est peut-être le moment idéal. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à partir des prochains jours, où c'est déjà fait, c'est Vincent Manhart, le nouveau boss de l'équipe nationale. Il a le droit de marquer le coup. Et moi je pense qu'en serrant la main de M. Tedesco et le remercier pour les expérimentations dans notre laboratoire, parce que c'est plus tellement une équipe nationale, te dire au revoir et merci. Et en vue de ces deux matchs, les prendre au sérieux, parce que voilà, on peut continuer. Imagine-toi que M. Tedesco est parti et qu'il est remplacé, par exemple, mon petit doigt qui me le dit, je tâte un peu à gauche, à droite, un Philippe Clément qui connaît très bien pour avoir travaillé avec lui, et qui est en difficulté, avec succès, et qui lui bat de l'aile aux Glasgow Rangers. Pourquoi pas se qualifier en battant l'Ukraine? Ben là, tu es parti, le train est remis sur les rails tout de pour suite, éventuellement. dynamique, voilà. Donc là, il pourrait marquer le coup, Manhart, d'une façon, je ne vais pas dire simple, mais que tout le monde soit plus ou moins d'accord avec lui, quand on voit l'ambiance qui règne pour le moment. Et on suivra ça dans les prochaines semaines, si Manhart vous écoutera ou non. Merci à vous pour cette émission.